Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h sur le territoire national. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 14 juin 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Partenariat énergétique Sénégal-Congo. Le premier des ministres Ousmane Sonko a évoqué les perspectives de coopération entre les deux pays. Son homologue congolais Koliné Makosso était à Dakar dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le pôle de convergence pour le développement de Vélingara a été lancé pour porter toutes les revendications légitimes des populations. Nous nous rendrons à Samba 15 ans dans la commune de Vélingara. Un homme retrouvé mort dans un bassin à Touba, Darou Rahman. Nous nous rendrons également à Touba pour retrouver notre correspondant sur place, Mamadou Moussa Fambaye. Votre rubrique Django Dochi, Belen Anamo, apprendre ensemble autrement à l'école Amadou Tanor Dien 2, dont la grammaire française Dey Fatou Sissé s'est entretenue avec Madame Kassé. Sur l'international RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, en réunion avec les responsables de l'AFC M23 à Goma au Nord Kivu. Le sport mondial des clubs, l'arbitre sénégalais désigné pour officier le match Bayern Munich Auckland City demain à 16h. Il sera assisté de ses acolytes Djibril Kamara et Noah Bangoura. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Sidi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, visite d'amitié et de travail du premier des ministres congolais, Koliné Makosso, a confirmé lors d'un point de presse conjoint avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko la suppression du contrat d'affermage Lyon, Sénélec sénégalaise, à l'État congolais. En 2003, le gouvernement congolais a pris un décret autorisant justement la gestion du secteur d'électricité, la distribution et la commercialisation du secteur d'électricité par affermage. C'est à partir de là qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et un appel auquel a souscrit la Sénélec aux côtés de bien d'autres entreprises. Vous avez raison, la Sénélec a remporté cet appel à manifestation d'intérêt, mais sans compter sur les opinions publiques de nos pays respectifs. Je crois que le Sénégal a eu le même problème. Nous étions en 1998. Lorsqu'il s'est agi de concéder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une compagnie qu'on appelait Hydro-Québec. Il y a eu la réaction des populations qui ont toujours du mal à accepter que ce secteur public, ce secteur qui relève parfois de la souveraineté d'État, soit confié à d'autres acteurs et particulièrement aux acteurs privés. On a donc été confronté pratiquement à la même difficulté. Non pas seulement s'agissant de la Sénélec, mais aussi s'agissant des autres entreprises à qui on avait même déjà concédé le secteur de distribution. Nous avons 4 barrages. Les 4 barrages ont été concédés à des sociétés et aujourd'hui, les syndicalistes et les partenaires sociaux reposent même le problème de la concession de ces secteurs de production. Et nous travaillons pour expliquer. En fait, pour tout vous dire, il a fallu un travail pédagogique au préalable. Et ce travail pédagogique n'a pas été assez efficace, ce qui a suscité un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations. Et ce sont ces inquiétudes que nous sommes en train de lever petit à petit. Et si nous parvenons à lever ces inquiétudes, nous allons nous asseoir de nouveau avec Sénélec pour voir dans quelles conditions, effectivement, l'opérationnalisation de ce contrat d'affermage devrait se faire. Parce que, laissez-vous le savoir, le contrat d'affermage que nous avons signé comporte 48 mesures préalables. Selon toujours Koliné Makosso lors de son point de presse conjoint, il y a eu un travail préalable qui n'a pas été efficace et cela a soulevé des inquiétudes qu'ils sont en train de lever petit à petit. Et il est revenu également sur les 48 mesures préalables qui ont été retenues avec la Sénélec dans le cadre de ce contrat. Voici ses propos. Et il faut donc que toutes ces mesures préalables que nous avons retenues de commun accord avec Sénélec, que toutes ces mesures préalables soient d'abord résolues. Elles sont identifiées. Il faut qu'on puisse les lever. Une fois ces mesures levées, il appartiendra au gouvernement congolais de mieux
mieux faire percevoir l'importance de la réforme à toutes les parties prenantes. Vous avez les syndicats. Lorsque vous voulez aller vers la privatisation d'un secteur, la première résistance, vous l'avez avec les partenaires sociaux. Quid de leur outil de travail? Quid de leur situation professionnelle? Et là, vous avez une bonne période de discussion que vous devez engager pour que la réforme d'un secteur aussi sensible que celui de l'électricité puisse passer sans problème. Vous avez les consommateurs. Là aussi, vous avez besoin de les rassurer. Est-ce que le prix du kilowattheure sera élevé? Est-ce qu'il sera toujours à la portée de nos bourses? Voilà, c'est tout ce travail qui est en train d'être fait. Sans doute, avons-nous confondu vitesse avec précipitation. On était tellement sûrs de la volonté de tous d'aller vers la réforme de ce secteur que nous avons voulu anticiper. Les populations nous ont dit, nous avons encore besoin d'en apprendre davantage et c'est pour cette raison que le Conseil des ministres, sur instruction du président de la République, nous a simplement demandé de conduire la réforme avec méthode jusqu'à ce que l'ensemble des parties prenantes adhèrent de façon à ce que ce soit une réforme réussie. Parce que, quel serait l'intérêt de confier la gestion à un partenaire privé si, entre-temps, les partenaires sociaux pouvaient s'illustrer par des actes peu civiques qui pourraient remettre en cause la volonté des partenaires publics comme privés de mettre en œuvre une politique de développement du secteur, une politique de réforme d'un secteur aussi sensible, remettre en cause pratiquement toute la politique. C'est donc des précautions que nous sommes en train de prendre. C'est pour vous dire que la réflexion est toujours d'actualité. La convention d'affermage a été suspendue. Oui, c'est le Premier ministre qui a pris la note suspendant la mise en œuvre du contrat d'affermage, le temps que nous puissions mettre au point les 48 mesures préalables qui ont été identifiées et que nous préparions l'opinion à comprendre la nécessité de la réforme. À l'instant, le premier des ministres congolais, Colline Makossa, il était en visite à Dakar, une visite qui rentre dans le cadre de l'amitié du travail. Lors de sa prise de parole, le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, demeure convaincu que ce contrat sera parfait et validé, un bel exemple dans la dynamique de coopération sud-sud. Ousmane Sonko, que je propose d'écouter. Dans ce schéma de coopération, que dans les schémas extraversés vers peut-être l'extérieur, et que le Sénégal également sente qu'il a beaucoup plus gagné quand il travaille avec le Congo que quand il exporte de très loin le bois dont il a besoin, au-delà de ses besoins qu'il ait pu servir de courroie pour acheminer du bois congolais dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est autant de réflexions comme celle-là qui ont été initiées aujourd'hui et nous pensons être sur une voie qui nous permettra de hisser la coopération, mais surtout de rapprocher les peuples, parce que c'est ça aussi l'importance de cette discussion. Sur la question de l'énergie, on considère que le Congo est un pays souverain qui a éprouvé le besoin à un moment donné d'aller vers une forme d'organisation de son secteur énergétique. Un appel d'offres a été lancé. La Sénélec, qui est une entreprise sénégalaise et qui est une fierté en tant qu'entreprise sénégalaise, a concouru à côté d'autres entreprises issues de pays beaucoup plus puissants que le nôtre, d'autres entreprises certainement africaines également. Et à l'issue du processus, elle a été choisie de manière transparente. Nous nous en félicitons et en félicitons également le gouvernement congolais. Le Premier ministre a rappelé tantôt que le marché est très encadré parce que ce n'est pas seulement le Congo, mais des partenaires financiers du Congo qui concourent au financement de cette activité ont eu un regard sur ce qui s'est fait. En tant que Sénégalais, nous ne pouvons que nous féliciter que la Sénélec ait pu performer à ce niveau. Le Premier ministre a rappelé un certain nombre d'occurrences qui les ont amenés à suspendre. J'insiste sur le mot suspension. Il n'a pas été question ici d'annulation du marché. Il y a des préoccupations intérieures qui ont amené le gouvernement congolais à considérer qu'il fallait suspendre le temps de procéder à un certain nombre de réglages. Je demeure convaincu que ce contrat sera parfait, que ce contrat sera validé. Le premier des ministres, Ousmane Sonko, a également expliqué que l'État du Sénégal travaille activement à créer un environnement sécurisé pour les investisseurs. Il assure que la fiscalité sénégalaise est conforme aux standards internationaux. C'était lors du point de presse conjoint avec son homologue congolais. Et je pense que, Monsieur le Premier ministre, le Sénégal vous réitère à vous, au président, son Excellence Denis Sassou Nguesso et à tout le peuple congolais. Parce que parmi les inquiétudes, il y a le fait d'avoir douté que l'État du Sénégal soutienne vraiment la Sénélec. La Sénélec est une entreprise privée, de droit privé certes, mais détenue, je crois, à 90% par l'État du Sénégal. Donc tous les actes que pose la Sénélec, considérez que ces actes sont posés également d'ordre et pour le compte de l'État du Sénégal. Et que l'État du Sénégal accompagnera cette entreprise intra-africaine pour qu'elle soit un succès éclatant et qu'on puisse démontrer à la face du monde que nous pouvons faire ce qui se fait partout ailleurs, ensemble, la main dans la main. Quant à la dernière question, si je n'en ai pas omis,
Je crois qu'on parle de fiscalité et l'impact des procédures, d'un certain nombre de procédures entamées sur les décisions d'investissement au Sénégal. C'est des questions, je ne dis pas qui ne se posent pas ailleurs, mais souvent qui se posent de manière curieuse quand il s'agit de l'Afrique. Je ne pense pas que le Sénégal soumette les entreprises qui investissent sur son sol, qu'elles soient des entreprises sénégalaises, africaines ou internationales. Elles ne sont pas soumises à plus de pression fiscale qu'ailleurs dans le monde. Ça n'existe pas. Il se trouve qu'il y avait dans le passé une certaine perception. Je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, il faut qu'on se comprenne bien, mais une certaine perception facilitée également par les pratiques internes, par les complicités internes, par les mauvais comportements dans les administrations, mais également des autorités politiques. Qu'on pouvait venir investir dans nos pays, engranger les gains les plus importants et repartir tranquillement sans honorer ses obligations fiscales. Ça, c'est souvent conçu de cette manière. Eh bien, il faut que nous puissions tous nous entendre qu'en tout cas ici au Sénégal, cela est révolu. Nous avons un cadre fiscal qui est le même que partout dans le monde, qui n'est pas répressif, mais qui n'est pas également très permissif. Nous ne sommes pas un paradis fiscal, mais nous ne sommes pas également un pays qui surtaxe. Nous avons une fiscalité normée, normale, qui répond aux meilleurs standards internationaux. Et cette fiscalité-là s'applique uniformément, qu'on soit sénégalais, japonais, congolais, allemand, il n'y a pas de discrimination. Et la législation fiscale continue à s'appliquer ainsi. Ceux qui veulent investir au Sénégal, nous travaillons à renforcer l'attractivité du pays. Nous sommes en train de réformer tout le dispositif, tous les codes, le code des investissements, le code minier, le code pétrolier, le code des impôts, le code des douanes. Pratiquement tous les codes sont en chantier pour les rendre attractifs sans pourtant être permissifs. Nous créons les conditions de la sécurité de l'investissement dans ce pays. Sécurité juridique, mais c'est également sécurité tout court pour que l'investisseur puisse se sentir à l'aise quand il est au Sénégal. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 14 juin 2025, l'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Souveraineté alimentaire, son excellence, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué vendredi à Châtol l'apport de la compagnie sucrière sénégalaise dans le cadre de sa tournée de 48 heures dans la région de Saint-Louis. Le chef de l'État au micro de Baradjo. Je voudrais d'abord saluer l'engagement de la compagnie sucrière sénégalaise qui est quand même une fierté sénégalaise au regard de la transformation du secteur et du nombre d'emplois qui sont créés ici, mais surtout de l'envergure des investissements qui ont été consentis sur des décennies et des décennies. Et ces efforts continuent avec une modernisation des équipements qui engagent encore d'autres investissements. Cela est d'autant plus important que malgré l'envergure de l'exploitation, le marché, évidemment, depuis les années 70 à maintenant, a beaucoup cru. Et les perspectives démographiques rendent compte aussi de besoins qui vont forcément augmenter dans les années à venir. La CSS anticipe déjà et veut passer de 140 000 tonnes à 220 000 tonnes, avec évidemment d'autres leviers qui sont activés pour davantage d'optimisation dans les process de production du sucre fini. Dans cette perspective, elle ne peut compter que sur l'accompagnement de l'État, puisque aujourd'hui nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés et orientés vers cet objectif stratégique et cette priorité pour nous qui est de satisfaire le marché national à partir de la production locale, évidemment en veillant à ce que les prix soient maîtrisés pour que le consommateur puisse évidemment se satisfaire du produit sénégalais, produit à la CSS ici ou ailleurs. À l'instant, son excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son arrivée, il a été accueilli par le directeur général de la CSS, Guillaume Ranson, qui a rendu un hommage au président Diomaye. Il a aussi rappelé le passage de 90 000 tonnes à 140 000 tonnes de sucre, le potentiel actuel de la CSS. Vous êtes le premier président de la République à venir visiter la CSS. Certes, le président Wade, en 2007, avait inauguré la distillerie de la CSS, mais vous êtes le premier à venir vous intéresser à la culture de la canne à sucre et soyez-en remerciés. Vous voyez très bien la vallée du fleuve Sénégal avec le Waalo, où originellement la CSS s'est implantée avec un peu plus de 7500 hectares. Mais durant les années 2010, la CSS a choisi de sortir du Waalo pour ne pas accroître encore la pression foncière dans le Waalo et laisser la place à l'agriculture familiale, la riziculture, le maraîchage, les vergers. Et donc nous sommes sortis, et vous voyez la partie en jaune et en gris, c'est là que vous vous situez actuellement, Monsieur le Président. La CSS n'a cessé de grandir au fur et à mesure des années, des décennies.
poursuivre la demande nationale en sucre pour les consommateurs sénégalais. À la fin des années 2000, la CSS avait atteint une capacité de 90 000 tonnes de sucre par an, ce qui la place déjà à un bon niveau en termes de sucrerie dans la région. Mais à ce moment-là, on a décidé de partir pour un grand plan de développement au cours des années 2010 et qui a fait faire un bond en avant à la CSS avec le passage de 90 000 tonnes à 140 000 tonnes de sucre, qui est à peu près le potentiel actuel de la CSS. Nous avons 16 000 m3/h à peu près qui nous permet d'alimenter 3 000 hectares. 3 000 hectares, là nous avons une station de 800 hectares. Nous avons 12 stations et ça c'est les stations de dernière génération qui nous permettent d'irriguer 800 hectares maintenant. Et nous avons tout un ensemble de systèmes automatiques qui vont avec cette station, ce qui en fait la pointe technologique actuellement au niveau agricole, ainsi au plan mondial, avec des rendements de l'ordre de 140 tonnes par hectare qui sont les meilleurs rendements au monde en canne sur 12 mois. À l'instant, Guillaume Ranson, le directeur général de la CSS, qui réagissait au micro de Baradjob. La BCEAO, à travers le comité de politique monétaire, a décidé de baisser de 25 points de base les taux de la Banque centrale à compter du 16 juin. Elle passe de 3,50% à 3,25% et le taux d'intérêt sur le guichet de 5,50% à 5,25%, nous dit le gouverneur de la BCEAO par ailleurs, président du CPM, Jean-Claude Cassibiro. La croissance au niveau de la région reste robuste. Au premier trimestre, on a noté une croissance quand même assez forte de 7%. Parce que 7,1%, donc on est sur la même dynamique que le trimestre précédent. Et qu'est-ce qui est derrière cette croissance? Pratiquement tous les secteurs d'activité sont bien orientés. Le secteur agricole, une bonne campagne qui est prévue en cours. Le secteur secondaire, le secteur industriel, le secteur manufacturier, le secteur extractif, l'or, le pétrole, ces secteurs sont bien orientés. Le secteur tertiaire également, le secteur du commerce en particulier. Donc tous les trois secteurs concourent donc à cette hausse globale de la croissance économique. Et on s'attend sur 2025 à une croissance qui va être autour de 6,3%, donc légèrement au-dessus de la croissance qu'on a obtenue en 2024. Donc c'est important. Et je voudrais quand même souligner l'aspect du secteur pétrolier, j'en ai parlé là. Depuis 2 ans, les 3 pays qui sont des pays producteurs de pétrole et de gaz dans notre union, à savoir le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, ont des croissances dans ces secteurs. Et évidemment, ça impacte nos agrégats macroéconomiques. Et donc ça, c'est pour la croissance. Alors l'inflation qui a baissé depuis quelques trimestres. Et là, sur le premier trimestre 2025, le comité a noté que l'inflation s'est située autour de 2,3%. 2,9% au trimestre précédent. Et là, on est encore en baisse de 2,3%. Et qu'est-ce qui explique un peu cette baisse? Il y a essentiellement 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que les marchés sont bien approvisionnés. Et ça, c'est important. Tout ce qui est production alimentaire en particulier. Et deuxièmement, les prix importés qui jouent sur l'inflation également sont en baisse. Donc, ces 2 facteurs combinés font que l'inflation, comme je l'ai dit, s'est située à 2,3% au premier trimestre. Et nos prévisions nous indiquent un taux d'inflation qui devrait être autour de 2,2% sur l'ensemble de l'année 2025. Alors, si vous vous rappelez, on avait dit il y a quelques mois que l'inflation en 2024 était autour de 3,5%. Donc, vous voyez la baisse. Pas de 3,5 à 2,2 pour toute l'année 2025. Et le deuxième élément qui est important, c'est que les tendances fondamentales sous-jacentes de l'inflation sont bien orientées. Ce qu'on appelle dans le jargon l'inflation sous-jacente sont bien orientées. Et ça nous rassure sur les perspectives à moyen terme. C'est ça qui nous permet de dire effectivement on a non seulement atteint notre objectif, la cible, qui est de 1 à 3%, mais qu'on est inscrit dans une tendance durable. Et donc à partir de là, on pense qu'on est sur une très bonne trajectoire et que donc à partir de là on peut observer donc le futur avec beaucoup plus d'assurance. Dans sa déclaration, le gouverneur de la BCEAO a évoqué le financement des économies de l'Union qui s'est amélioré avec notamment des crédits à l'économie qui ont augmenté un glissement annuel de 5%. Réécoutons Jean-Claude Cassibiro. Rappelons que cette réunion s'est tenue à Dakar. Troisième élément que le comité a examiné, c'est la situation extérieure. Notre position extérieure s'est renforcée, les comptes extérieurs se sont améliorés, les comptes courants, c'est-à-dire les transactions, les biens et les services entre l'Union économique
économique et l'extérieur s'est amélioré. Le déficit courant qui était autour de 6% au dernier trimestre s'est amélioré, il est quasiment nul. Et sur l'année, globalement, on s'attend à un déficit du compte courant autour de 3,5%, donc une forte amélioration. Et qu'est-ce qui est derrière cette amélioration? Il y a essentiellement deux choses. Les termes de l'échange, bon, c'est peut-être un jargon pour les non-initiés, mais enfin, les prix des produits exportés par l'Union, ces prix-là ont augmenté. Si vous prenez l'or, vous prenez le cacao, le café, le phosphate, vu leur prix augmenter, évidemment, ça a amélioré. Donc, les comptes extérieurs. On a eu également une augmentation du financement, donc au niveau du compte capital. Et donc, tout ça, globalement, fait que la position de l'UEMOA sur ces comptes extérieurs, cette position-là s'est renforcée. Donc, quand vous prenez ces trois développements, plus le fait qu'au niveau interne, le secteur bancaire reste quand même solide, la liquidité bancaire s'est renforcée avec pas mal de transferts qu'on a mobilisés. Et ça, on le voit sur le marché interbancaire où les taux sont à la baisse. L'interbancaire, c'est le marché où les banques se prêtent des ressources. Et quand le taux baisse, ça veut dire qu'il y a de la liquidité qui est suffisante pour les banques. Et donc, on a noté cela. Globalement, le comité a estimé que la combinaison de ce tableau relativement positif de croissance, d'inflation, de compte extérieur, de liquidité globale sur le marché, un financement de l'économie qui est quand même adéquat puisqu'il est en hausse. Le financement bancaire de l'économie, le premier trimestre a augmenté de 5%. Donc globalement, le tableau est positif. Maintenant, il y a des risques. Il y a toujours des risques. Le comité a évalué les risques qui se situent à trois niveaux, au niveau international et au niveau régional. On peut revenir là-dessus. Mais en évaluant tous ces aspects, le comité a estimé que les taux directeurs de la Banque centrale pouvaient être baissés. Ça va donner un signal fort pour continuer à soutenir l'économie à travers des financements plus importants, puisque ça devrait baisser le coût de mobilisation et d'emprunt et mobilisation des ressources financières. Et donc ça devrait accroître le volume des financements. À l'instant, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kaby-Birou, Saint-Trésor, après avoir lancé la plateforme de paiement digitaux par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Tidiane Tiba, cette plateforme s'inscrit dans une dynamique de modernisation des services du ministère, renforçant la transparence des transactions et offrant aux usagers un accès simple, rapide et sécurisé. Sur un autre plan, le système intégré de gestion des comptes de dépôt, revu avec des fonctionnalités diverses et variées, devra permettre à la DGCPT d'assumer pleinement son rôle bancaire. Nous nourrissons à cet égard l'ambition de voir s'ériger la Banque du Trésor, levier d'une gestion active, dynamique et performante de la trésorerie de l'État. À ce titre, je vous invite, Monsieur le Directeur Général, à poursuivre avec détermination l'immense travail engagé pour faire de cette vision une réalité imminente. Pour conclure, je renouvelle mes remerciements à Monsieur le Directeur Général de la Comptabilité publique et du Trésor et à ses équipes pour le travail exemplaire réalisé au quotidien. Je salue également tous les partenaires techniques dont l'accompagnement précis a permis de franchir cette étape majeure. Votre collaboration est un modèle de synergie efficace qui doit inspirer tous nos projets futurs. Je vous invite tous à célébrer ce moment historique pour notre administration et à continuer à travailler ensemble pour un avenir plus radieux et plus prospère dans un contexte de transparence. Saint-Trésor n'est pas seulement une plateforme numérique, monsieur le DGCPT, il est le symbole d'un progrès tangible, une avancée concrète vers une gouvernance plus efficace, plus transparente et plus proche des citoyens. Je demande à tout un chacun de travailler la main dans la main, toutes les régies ensemble pour relever les défis qui s'offrent à nous, les défis auxquels font face nos finances publiques. Mais nous avons espoir, avec toutes ces ressources humaines que nous avons au niveau de ces différentes administrations, avec tout l'engagement qui est le vôtre, qui est l'engagement du Trésor, engagement qui a permis de réaliser ce que le Premier ministre annonçait la semaine dernière au King Fahd, que depuis 1 an, le Sénégal n'a reçu aucun appui de ses partenaires, mais que nous restons debout. Si nous sommes debout, c'est parce que nous avons une administration financière debout. Je profite de l'occasion encore une fois pour féliciter tous ces vaillants soldats de nos finances publiques, la tête desquels se trouve la Direction générale de la comptabilité publique, qui fait ce travail-là accompagné par la douane, accompagné par la Direction générale des impôts et toutes les autres administrations. Vous suivez le journal.
Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Direction Touba, où un homme a été retrouvé mort dans un bassin à Touba, Darou Rahman. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre, nous dit Mamadou Moustapha Mbaye. C'est hier, aux environs de 10 heures, qu'un homme a été découvert sans vie dans un bassin à Darou Rahman. Les premières constatations indiquent que le décès remonte à au moins une semaine. L'état de putréfaction avancé du corps n'a pas permis d'établir son identité. Face à cette situation, les autorités locales ont procédé à son inhumation le jour même à Darou Rahman. Fait notable, un poème de Serigne Touba a été retrouvé dans les vêtements du défunt, ajoutant une dimension énigmatique de cette triste découverte. L'enquête se poursuit afin de tenter d'éclaircir les circonstances du décès. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Vous nous suivez sur les www.radioalfayda.net. Le bras de fer engagé entre les médecins en spécialisation et les autorités sanitaires entre dans une phase critique selon Dr Elhaji Thiam. Une réunion sabotée par les absences et en réponse un nouveau mot d'ordre de grève a été lancé. Ces 120 heures renouvelables ne sont que la suite d'une grève qui a été déclenchée depuis plus de 3 semaines. Donc cette grève qui avait un préavis qui a été déposé il y a cela plus de 6 mois, c'est-à-dire au début de l'année. Donc sans réponse, le commerce s'est rendu compte qu'il fallait passer à l'étape supérieure. Donc depuis, on a déclenché un mouvement de grève pour nos plateformes revendicatives. Et on s'est rendu compte que depuis que la grève a commencé, l'autorité ou bien les responsables n'ont pas réagi. Donc c'est ce qui a motivé cette relance de ce mot d'ordre de 120 heures. Une partie du ministère ou bien le DRH nous avait conviés à une réunion la semaine passée, mais il s'est trouvé que les responsables ou bien les décideurs d'acteurs plutôt n'étaient pas présents, à savoir le doyen de la fac, le ministre et aussi le représentant du ministère de l'enseignement supérieur. Donc on a eu à discuter pour ceux qui étaient présents, mais aucun accord ou aucune décision n'a été prise du fait qu'il y avait des absents. C'est pour ça qu'on a maintenu le mot d'ordre et continué dans notre lancée de revendications. Justement, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces revendications? Les revendications, elles sont tous reliées à un point qu'on appelle le statut du DS. Le statut du DS, ça veut dire c'est les textes qui régissent c'est quoi un DS dans l'hôpital. Donc, en dehors du statut, on a les congés de maternité. On ne peut pas concevoir qu'un médecin gynécologue ou en formation gynéco, une dame qui est en état de grossesse ou qui veut prendre une grossesse, on lui dit que tu ne peux pas prendre une grossesse ou bien quand tu seras enceinte, on ne va pas te donner de congé de maternité. L'autre point, c'est la reconnaissance. Imaginez que le DS qui travaille dans l'hôpital n'est pas reconnu par l'hôpital où il travaille, où il exerce. L'autre point, c'est la prise en charge. Le DS qui travaille dans l'hôpital n'a pas de prise en charge ou bien n'a pas de prise en charge effective. Vous travaillez dans l'hôpital, vous faites tous les jours du lundi au vendredi ou bien même toute la semaine. Vous tombez malade, on vous dit il faut payer pour qu'on vous soigne. Pour quelqu'un qui est censé avoir une prise en charge dans un hôpital. 12h26 à Sambakaison, dont la commune de Vélingara, où le pôle de convergence pour le développement du département de Vélingara a été officiellement lancé. Un pôle qui regroupe toutes les sensibilités du département et sa mission est de porter toutes les revendications légitimes des populations. Mamcheikh Mbeng est le coordinateur au micro de Babacar Diouf. Par rapport à la situation sanitaire du département, je crois que du point de vue des 8 pôles de ce nouveau régime, Vélingara devait même être en mesure d'abriter un hôpital de niveau 5. Parce que sur les 8 pôles, quand on prend le pôle sud, Vélingara est au centre du pôle sud. Et sa position centrale dans le pôle sud fait de ce département un département qui mériterait un hôpital de niveau 3, pour ne pas dire un hôpital de niveau 2. Le minimum que le département puisse avoir aujourd'hui, c'est un hôpital de niveau 2. Il est également accepté par toutes les autorités du département que Vélingara devait être une région. Vélingara a le statut d'être une région. Mais seulement, Vélingara représente pour la région de Kolda ce que le département de Mbour représente pour la région de Thiès. Économiquement parlant, si jamais Vélingara est devenu une région, Kolda est mort. Ça c'est clair. Je crois que c'est des calculs. Et du point de vue également ethnique, vu que Vélingara est un milieu typiquement poulard et que Kolda est également pareil, et que Sédhiou est un milieu mandingue, pour des raisons d'équité ethnoculturelle, je crois qu'ils ont choisi Sédhiou comme région. Mais techniquement, Vélingara a tout le potentiel pour être une région. Par rapport à cette situation, les textes disent qu'une population de plus de 150 000 âmes doit pouvoir abriter un hôpital de niveau 2. Et nous sommes à 425 000. Il n'est pas concevable dans ce contexte du XXIe siècle que Vélingara ne puisse pas disposer d'un hôpital de niveau 2. C'est la raison pour laquelle toutes les sensibilités politiques, ethniques, religieuses, culturelles et autres sont là aujourd'hui dans ces 2 panels que nous avons constitués sur WhatsApp, panel 1 et panel 2. Le panel 1 à lui seul fait 1024 membres, donc le panel a atteint son summum. On a créé un deuxième panel qui est vers les 800 membres. Jamais dans l'histoire du département, un groupe WhatsApp n'a pu atteindre 1024 membres, sans compter le deuxième groupe qui est en phase, qui est mis en place. Cela veut dire encore une fois que les Vélingarois que nous sommes, de tous bords, sont conscients
des urgences de ce moment. Les Vélingara que nous sommes sont conscients que cette division historique qui a eu lieu au sein de cette population-là, aussi richissime en termes de qualité humaine, a été le fait que nous avons toujours voulu politiser les choses. Et c'est vrai, parfois on peut se retrouver autour de l'idéal, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On sait que tout est urgent à Vélingara. Ce n'est pas seulement la santé, mais la santé c'est la super priorité. Nous avons la question de l'emploi des jeunes, nous avons la question des axes routiers. 12h28 à l'IA 2 Kaolack à l'école de la vie. Tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Djangonochi Benen Anam ou apprendre ensemble autrement à l'école Amadou Tanor Dien 2 où Nefatou Sissé s'entretient avec Madame Kassé dans la grammaire française. L'objectif qualificatif. L'adjectif qualificatif a 3 fonctions. Après la leçon sur les articles apprendre ensemble autrement à bord de ce samedi. Un sujet très important dans la grammaire française. La leçon concernant l'adjectif nous amène donc encore ce samedi à l'école élémentaire Amadou Tanor Dien 2 et nous sommes avec l'enseignante Madame Kassé. On peut dire qu'un adjectif qualificatif est un mot qui permet de décrire ou de caractériser un nom ou un pronom. Il apporte une précision au nom ou bien au pronom qu'il qualifie. Donc l'adjectif qualificatif sert à compléter le nom qu'il accompagne en décrivant une qualité ou bien une caractéristique. Par exemple, la forme, la taille, la couleur, ou bien une catégorie. Donc, vous voyez qu'il joue un rôle très important dans le groupe nominal. L'adjectif qualificatif a trois fonctions. Il peut être épithète, attribut ou mis en apposition. Quand l'adjectif est relié directement au nom dans le groupe nominal, on dit qu'il est épithète. Exemple, un petit garçon. Entre petit et garçon, il n'y a rien. Donc là, l'adjectif est épithète. Donc sa deuxième fonction, c'est quand l'adjectif est rattaché au nom par un verbe d'état, comme être, paraître, sembler, les verbes d'état. Dans ce cas, on dit que l'adjectif est attribut. Quand on dit la classe est propre, il y a le verbe être. Là, on dit que l'adjectif est attribut, car entre l'adjectif et le nom, il y a un verbe d'état. Là, sa fonction est attribut. Maintenant, on dit que l'adjectif qualificatif est mis en apposition quand il est séparé au nom ou bien au pronom par une virgule. Exemple, quand je dis impatiente, elle ouvre la bouteille. Là, il y a une virgule. Donc là, l'adjectif est mis en apposition. Mais quelle que soit sa fonction, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, quand je dis un pantalon neuf, une robe neuve, vous voyez que ça s'accorde. Un garçon intelligent, une fille intelligente. Vous voyez que l'adjectif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. On dit que l'adjectif est mis en apposition quand il est séparé au nom par une virgule. Quand il y a une virgule entre le nom et l'adjectif qualificatif. On dit que l'adjectif est mis en apposition. Exemple, quand je dis Abdou, virgule, souriant, regarde son père. Donc, il y a une virgule là-bas. Donc là, l'adjectif est mis en apposition. Mais quelle que soit sa fonction, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou bien le pronom qu'il qualifie. Donc, pour reconnaître un adjectif qualificatif dans une phrase ou bien dans le groupe nominal, on peut se poser la question comment est le nom. Quand je dis Fatou est belle, comment est Fatou? Elle est belle. Donc, pour retrouver un adjectif qualificatif, on pose la question comment est le nom ou bien le pronom. Apprendre ensemble autrement. L'éthique peut changer de fondement et de fin et servir de support et de justification à tout comportement, qu'il soit brave ou pleutre, réfléchi ou frivole, saint ou profane, scientifique ou ignare, donc qu'il soit celui du héros, du sage, du saint, du savant ou alors de leur contraire. De l'éthique donne alors libre cours à la pensée et ne s'assigne aucune limite où qu'elle se situe. Elle sous-tend des choix existentiels les plus variés et n'a de vrai complice que la liberté libertaire. Il lui importe peu d'être concrète ou théorique, morale ou immorale, bonne ou mauvaise. C'est précisément là que je me dois d'abandonner la méthode et la pensée des philosophes.
pour me référer à l'autre éthique, celle qui sollicite notre vigilance et qu'appelle notre société aujourd'hui, celle de la vie de chacun de nous. Au lendemain de son élection, le président Abdoulaye Wade avait lancé « Travailler, toujours travailler, encore travailler ». J'avais tout de suite saisi mon téléphone, je l'ai appelé et l'ai félicité. Malheureusement, je dois dire que je n'ai pas l'impression que tous les Sénégalais aient entendu cet appel. Pourtant, le chemin qu'il indique est le seul qui soit capable de nous sortir de nos difficultés. Je crois que le président Abdoulaye Wade lui-même a la même impression que moi, puisqu'il a été obligé, je l'ai entendu à la télévision, de se répéter à l'occasion d'un récent retour de voyage. Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier si nous voulons sortir notre pays de la misère. Il n'y a pas d'autre voie. Voilà donc que c'est ici que se referme votre rubrique. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Merci, Ndeye Fatou Cissé. Revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. 12h34 minutes. Tout de suite, l'actualité internationale. Actualité internationale. Sur l'international RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, en réunion avec les responsables de l'ASC M23 à Ngoma, au Nord Kivu. C'est une première depuis la chute de Goma aux mains de l'AFC M23 il y a 5 mois. Bintou Keïta est arrivée hier dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Le début d'une visite de 3 jours pour la chef de la MONUSCO qui doit s'entretenir avec le leader politique de l'Alliance Fleuve Congo. Au Sud Kivu, cette fois, la société civile, dans toute sa diversité, continue d'appeler pour le retour à la paix dans l'est de la RDC. À Bukavu, hier, les représentants des organisations de la société civile se sont donc prononcés pour un dialogue inclusif de toute urgence. Ils recommandent notamment la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées en raison du conflit dans l'est du pays. La paix dans l'est de la RDC qui découlera peut-être d'un accord avec les États-Unis sur les réserves minières congolaises, cuivre, cobalt, argent ou encore uranium, des ressources naturelles que Kinshasa compte mettre à profit pour obtenir un soutien américain à la résolution du conflit avec le groupe armé de l'AFC M23. Actualité internationale. Makosso est revenu sur la fin d'une mesure controversée, la mise à disposition des terres congolaises à des entreprises rwandaises. Le Premier ministre congolais assure que cette décision n'a rien de politique. La fin du contrat entre le Congo et le Rwanda releverait seulement de clauses contractuelles. Actualité internationale. Makosso qui s'est par ailleurs entretenu hier avec son homologue sénégalais à l'occasion d'une visite d'amitié et de travail de 3 jours dans le pays. Un déplacement qui vise à renforcer la coopération entre le Congo-Brazzaville et le Sénégal. Actualité internationale. Pascaline Bongo, inculpée en France dans une affaire de blanchiment et de corruption. La fille aînée du défunt président Omar Bongo et sœur de l'ex-président Ali Bongo est donc impliquée dans une nouvelle procédure judiciaire. L'enquête du parquet financier n'est pas liée à l'affaire dite des biens mal acquis. Pascaline Bongo est ici mise en examen pour des faits remontant aux années 2000 quand elle était directrice de cabinet du défunt président gabonais. Entre 10 et 11 millions de dollars de fonds auraient pu être blanchis et ce via une organisation hongkongaise. La défense Bongo dénonce un acharnement juridique. Maître Corinne Dreyfus-Schmidt, ce dossier, l'ancien conseil d'Omar Bongo, l'avocat français Jean-François Meyer est lui aussi mis en examen. Actualité internationale. Des élections sans opposition. Human Rights Watch réagit à la proclamation hier des résultats provisoires des législatives au Burundi. Le CNDD-FDD a raflé les 100 sièges de députés mis en jeu. Le parti qui règne d'une main de fer sur le pays depuis 20 ans avait déjà remporté presque tous les sièges de conseillers communaux. L'ONG relate que dans plusieurs communes, le nombre de votes exprimés aurait dépassé le nombre d'électeurs inscrits. Actualité internationale. Au Mali, l'opposition s'indigne après l'annonce du maintien des militaires au pouvoir. Un projet de loi qui prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans, renouvelable à partir de 2025, a été adopté mercredi en Conseil des ministres. Ce maintien au pouvoir du président et de l'ensemble des institutions de la transition intervient après la dissolution des partis politiques le mois dernier. David Baché, les responsables de l'opposition malienne expriment une colère aussi vive que désabusée. Actualité internationale. Et sport.
Une page sportive que nous ouvrons avec la 27e journée de la Ligue Pro. Ce soir à 17h, Dakar Sacré-Cœur reçoit Agel de Rufisque au stade municipal de Yoff. US Gorée reçoit Linguère Saint-Louis à Djagali Bakayoko. Tenguet FC reçoit Casa Sport à Ngalandou Diouf. Génération Foot reçoit Oslo FA au stade La Dior de Thiès. Demain, AS Pikine reçoit Wakam à Alassane Djigo. HLM de Dakar reçoit Walidan au stade municipal des HLM. Diamondo de Fatick reçoit Sonacos au stade Massen Sène. Et Giraffe de Dakar reçoit Guédiawaye Football Club au stade municipal de Ngor. Pour la Ligue 2, ce soir à 17h, SMA FC reçoit Duc à l'Institut Diatta. Thiès FC reçoit AS Saloum à Maniang Soumaré. AS Kaffrine reçoit Niamour de Louga au stade El Hadji Babacar Gueye. Demain, AS Douane reçoit Amitié FC à Djagali Bakayoko. AS Cameroun reçoit Stade de Mbour au stade des Parcelles Assainies. Djambar reçoit Synapse Excellence à Caroline Faye. RS Yoff reçoit Étoile Lusitana au stade municipal de Yoff. Lundi, NGB Niaritali reçoit AS Bombay. Le jeune Sénégalais Sidi Barham Ndiaye, 15 ans, rejoint Liverpool pour 1 million d'euros. Liverpool s'apprête à finaliser le transfert du jeune ailier sénégalais Sidi Barham Ndiaye, âgé de 15 ans, 650 millions dans les caisses de la Ligue 2. Nouveau joueur d'Abou Ali, le latéral droit sénégalais, a écrit un joli message d'adieu au Real Betis et à ses supporters. Youssouf Sabali, 32 ans, a quitté le Real Betis pour le Qatar afin de s'engager sous les couleurs d'Abou Bali. Quelques heures après l'annonce de son transfert, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux s'est fondu d'un joli message sur Instagram pour faire ses adieux au Verdi Ballon avec qui il a joué 91 matchs et gagné la Coupe du Roi en 2022. Coupe du monde des clubs, le trio sénégalais Issassi, Djibril Kamara, Noah Bangoura au sifflet pour le match Bayern-Auckland City, prévu ce dimanche après-midi à 16h. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des officiels désignés pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy Maroc 2024, prévue du 5 au 26 juillet 2025. Au total, 46 arbitres ont été sélectionnés. Tabaram Boch parmi ces 46 retenus par la CAF pour le Maroc. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Samedi 14 juin 2025, la revue du quotidien lui est parcouru en 2006 par Nefatou Sissé. À la une des quotidiens sénégalais parus ce matin, des sujets attraits à la justice, la politique et la gouvernance. Là où le quotidien Yor-Yor, dans le cadre de la tournée économique du président à Saint-Louis, met en avant l'industrialisation dans le Nord et qui est synonyme d'une relance économique régionale, le quotidien national Le Soleil évalue la confirmation d'un essor industriel avec des projets en société et agro-industrie. Et puis, selon tout autre registre, le journal Le Quotidien met le focus ce matin sur la position du Fonds monétaire international qui attend, je cite, les chiffres d'Ousmane Sonko. Et le quotidien de souligner à ce propos les enjeux de crédibilité économique du gouvernement sénégalais. Là où Source A sur les rivalités politiques souligne les contours de ce qui animerait, je cite, les batailles internes. Début complice de l'hivernage, une entrée en saison pluvieuse qui est aussi politique, entre appel et attente relate dans sa parution du jour. La tribune Marché public, justice, Sud Quotidien à la chambre d'accusation livre à ses lecteurs ce matin les soubassements des tensions juridiques sur des dossiers économiques sensibles. Pendant ce temps, Direct News se fait l'écho d'interrogations légitimes mises entre guillemets sur les lenteurs judiciaires. Malversation présumée des journaux s'intéresse ce matin à l'affaire qui éclabousse Djouma Kamara, accusé qui rejette les faits. Dans sa parution du jour, l'évidence publie sa défense. Et puis Libération, dans sa parution du jour, fait des révélations sur les ramifications internationales d'une mafia avec l'affaire Adam Bodian, révélant ainsi, je cite, une dimension transnationale du crime. Vendredi noir, c'est ce samedi Réumi Quotidien. Le journal faisant ainsi mention de la survenance d'un accident tragique à Dakar. Sport football record met à l'honneur ce matin Gana Gueye, pilier des Lions dans les fins de saison. Au moment où Stade Réumi Quotidien Sport, le quotidien du sport, annonce la Coupe du monde des clubs tout en s'intéressant au transfert.
C'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Haj Libas Bay qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Dave Fatou Sissé. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient à 13h. Tout de suite le rappel de ce qu'a fait l'essentiel de ce 12h. Partenariat énergétique Sénégal-Congo. Le premier des ministres Ousmane Sonko a évoqué les perspectives de coopération entre les deux pays. Son homologue congolais Koliné Makosso était à Dakar dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le pôle de convergence pour le développement de Vélingara a été lancé pour porter toutes les revendications légitimes des populations. Nous nous sommes rendus à Samba 15 ans à Vélingara. Un homme retrouvé mort dans un bassin à Touba Darou Rahman. Nous sommes également rendus à Touba où nous avons retrouvé notre correspondant sur place, Mamoudou Moussa Mbaye. Notre rubrique Djangando Chi Benen Anamo, apprendre ensemble autrement. À l'école Amadou Tanor Djen 2 s'est intéressé aujourd'hui dans la grammaire française. Dave Fatou Sissé s'est entretenu avec Madame Kassé sur l'international RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, en réunion avec les responsables de l'AFC M23 à Goma au Nord Kivu. Et du sport mondial des clubs, l'arbitre sénégalais désigné pour officier le match Bayern Munich-Auckland City. Demain à 16h, il sera assisté de ses acolytes Djibril Kamara et Noah Bangoura. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.